Breaking Bad est une série adorée de tous. Des notes sur les sites de cinéma qui crèvent le plafond, des récompenses par dizaines et une communauté toujours aussi active 12 ans après la fin de la série, avec des chaînes YouTube entièrement consacrées. Il y a même une statue de Walter White et Jesse Pinkman, les deux protagonistes, à Albuquerque, où se déroule la série. Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, est donc le héros d'une vraie success story comme le cinéma US en raffole. Et pourtant, l'histoire aurait pu être tout autre. Car en 2008, alors qu'il essayait encore de produire cette série, il vivait une période de crise, le genre de période que vivent beaucoup d'artistes à succès mais dont on parle rarement. Abandonné des grands studios d'Hollywood, en faillite financière et en proie à une profonde tristesse. Breaking Bad aurait bien pu signer la fin de sa carrière, mais il a réussi à remonter la pente pour devenir aujourd'hui l'un des scénaristes et showrunners les plus respectés du monde. Comment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans cette rétrospective complète sur la création de Breaking Bad, la chute et la remontée de Vince Gilligan. Revenons en arrière, nous sommes au début des années 90. Vince Gilligan a un visage rond, des lunettes épaisses et un accent du sud qui ne colle pas trop avec les tours de production de Los Angeles. C'est un mec brillant mais discret. Il vient de Virginie et c'est grâce à un concours d'écriture organisé par la chaîne Fox qu'il se fait remarquer. Son scénario attire l'attention d'un certain Chris Carter, créateur d'une nouvelle série, appelée The X-Files. Gilligan devient vite un des piliers de la série. Il écrit une trentaine d'épisodes dont plusieurs considérés comme les meilleurs. Pusher, Paper Heart, Drive, ce dernier avec un acteur du nom de Bryan Cranston, mais on en reparlera plus tard. Dans les coulisses, Gilligan est apprécié. C'est un bosseur, il ne fait pas de vagues, il aime raconter des histoires. Point. Il a le sens du rythme, du dialogue qui claque, du concept qui dérange. Bref, c'est un scénariste solide, capable de livrer du bon boulot sur commande. Il finit même producteur sur la série. Une belle carrière. Tranquille. Presque trop tranquille. Mais voilà. Quand The X-Files commence à décliner, Gilligan décline avec elle. Il tente de lancer sa propre série dérivée, The Lone Gunman, échec. Il écrit un film avec Will Smith, Hancock, mais le scénario est modifié jusqu'à devenir méconnaissable. Et ensuite, plus rien. Des scripts refusés, des réunions inutiles, des coups de fil qui mènent à rien, il entame une vraie traversée du désert. Vince Gilligan, à ce moment-là, a peur. Peur de ne plus jamais avoir d'opportunité. Peur d'avoir été l'homme d'une seule série. C'est le côté cruel du show business. Tu peux être acclamé pendant 10 ans et tout perdre en 6 mois de silence. Tu ne sors rien, tu n'existes plus. Gilligan n'a jamais été un homme de buzz. Il n'a pas le style d'un Paul Schrader ni l'arrogance d'un Tarantino. C'est un artisan, pas une marque. Et dans un monde qui valorise l'image plus que le fond, il commence à devenir invisible. Mais quelque chose résiste. Un fond d'orgueil, d'instinct, de peur peut-être, peu importe. En tout cas, Gilligan continue à écrire. Il noircit des pages, il cherche un concept, quelque chose d'unique. Et un jour, l'idée arrive. Simple, sombre, parfaite. Mr. Chips devient Scarface. Walter White, gentil professeur de chimie, diagnostiqué avec un cancer incurable, se transforme en baron du sucre magique afin d'assurer la sécurité financière de sa famille quand il ne sera plus là. Il le fait pour sa famille, du moins c'est ce qu'il prétend, car plus il s'engouffre au fond du monde criminel, plus il va se transformer en monstre sous le regard complice du spectateur, inconscient de la transformation de ce personnage et forcé de se demander jusqu'où il pourra le soutenir. Mais personne n'est prêt à produire cette série, c'est beaucoup trop différent de ce à quoi les spectateurs états-uniens sont habitués. Le pitch est trop noir, le ton trop ambigu, et surtout, c'est invendable. Une série où le héros devient un monstre, où le bien s'effondre peu à peu dans le mal, les chaînes n'en veulent pas. Showtime dit non, HBO dit non, même FX, pourtant habitué au anti-héros, passe son tour. Vince Gilligan se retrouve à mendier l'attention des producteurs en espérant qu'un cadre un peu fou dise oui. Il est proche d'abandonner, mais c'est sa dernière cartouche. S'il n'y croit pas, personne ne le fera pour lui. Mais il tient bon. Il répète son pitch, il le polit, il y croit, et miracle, une chaîne dit oui. AMC, à l'époque une chaîne câblée peu connue qui veut se lancer dans la fiction originale. Elle accepte contre toute attente. Et là, tout commence. Vince Gilligan a enfin une opportunité de produire la série de ses rêves. Mais ce n'est pas encore gagné, parce qu'il y a un autre problème. Il faut un acteur pour incarner Walter White. Et le nom qui revient ? Bryan Cranston. Oui, le père débile de Malcolm. Les producteurs hurlent. Cranston ne pourra jamais jouer un tel rôle, mais Gilligan insiste. Il connaît son potentiel, il se bat pour lui, et il gagne. Encore. Et c'est ainsi que le 20 janvier 2008, les spectateurs états-uniens qui regardaient AMC ce jour-là ont découvert pour la première fois Breaking Bad. Et vous allez voir, même si aujourd'hui Breaking Bad est mondialement connu pour être l'une des meilleures séries de tous les temps, les débuts de cette petite série ne laissaient pas penser qu'elle allait rencontrer un destin aussi incroyable. Peu de gens regardent la première saison de Breaking Bad. Les audiences sont faibles, les critiques sont mitigées. Même Gilligan n'est pas sûr qu'il y aura une deuxième saison. Il faut dire qu'en 2008, la télé états-unienne est saturée. Il y a Lost, 24, Dexter, House, The Wire, le public est déjà accroché à d'autres séries. Lorsque Breaking Bad est lancé sur AMC en 2008, elle passe presque inaperçue pour cette raison. AMC n'a pas encore l'aura qu'on lui connaît aujourd'hui, et le nom de Vince Gilligan, créateur de la série, évoque encore surtout X-Files dans l'esprit des initiés. Le public, lui, ne sait pas trop quoi faire de cette série sombre et déroutante qui déjoue constamment les attentes. Mais Breaking Bad ne s'effondre pas dès sa première saison, et c'est en partie à cause d'un événement extérieur, la grève des scénaristes hollywoodiens de 2007 à 2008. Cet arrêt de travail, qui paralyse l'industrie pendant une centaine de jours, contre un
Vince Gilligan à interrompre la production de la série après seulement 7 épisodes, au lieu des 9 initialement prévus. Ironiquement, cette contrainte va jouer en faveur de la série. Elle évite à Breaking Bad de commettre certaines erreurs narratives dans sa première saison, notamment l'élimination prématurée de Jesse Pinkman, personnage destiné à mourir mais que l'équipe a choisi de préserver pendant la pause imposée. Le lien entre Walter et Jesse devient alors le cœur émotionnel de la série, un axe essentiel à son succès futur. Malgré cela, la deuxième saison reste encore relativement confidentielle. C'est à ce moment-là qu'un autre facteur décisif entre en jeu, l'arrivée de la série sur Netflix. À l'époque, Netflix n'est pas encore l'empire du streaming que l'on connaît aujourd'hui, mais elle commence à expérimenter la mise à disposition intégrale de séries télévisées. Breaking Bad y est ajouté alors que la troisième saison est en cours de diffusion sur AMC. Et là, la magie opère. Ce que la télévision classique n'avait pas permis, suivre à son rythme une série au développement lent mais précis, le streaming le rend possible. Les spectateurs commencent à binger la série, découvrant peu à peu sa puissance narrative. Le bouche à oreille s'enclenche. Ceux qui avaient raté les premières saisons rattrapent leur retard. Les nouvelles saisons bénéficient d'un public désormais accroché, captivé par la descente aux enfers de Walter White. À partir de la quatrième saison, Breaking Bad devient un phénomène. L'audience grimpe, les récompenses pleuvent et la série entre dans la culture populaire. Quand la cinquième et dernière saison arrive en 2013, elle bat des records d'audience pour AMC. Le monde entier parle de Breaking Bad et tout cela n'aurait probablement jamais eu lieu sans une grève inattendue et la plateforme d'un petit service de streaming alors en pleine expérimentation. En somme, le succès de Breaking Bad n'a rien eu d'évident. Il a été le fruit d'un timing imprévisible et de choix artistiques audacieux, d'une deuxième vie numérique offerte par Netflix. Ironiquement, c'est dans les contraintes et les hasards que la série a trouvé les conditions de sa propre liberté narrative et de son immense succès. Et le mieux dans l'histoire, c'est que ce n'était qu'un début. En 2015, AMC et Netflix annoncent un partenariat pour produire Better Call Saul, une série préquelle de Breaking Bad racontant le passé de Saul Goodman, l'avocat véreux de Walter White qui, un peu comme lui, était une bonne personne avant de céder au mal suite à des événements tragiques. À l'origine, cette série devait avoir un ton beaucoup plus léger que Breaking Bad et être une simple sitcom avec des caméos de célébrités. Mais ils ont décidé d'en faire une série bien plus sérieuse et ambitieuse et leur pari a payé. L'humour noir est toujours là, les personnages sont toujours aussi riches et fascinants et la réalisation profite clairement de l'expérience de l'équipe sur Breaking Bad et des moyens plus élevés d'une série Netflix. Et pourtant, les fans sont assez sceptiques. Ils reprochent surtout à la série de ne pas être assez nerveuse et angoissante comparée à Breaking Bad. Mais dès que Gus Fring revient dans la saison 3 et que les enjeux moraux se dessinent clairement, la série prend son envol et gagne une audience fidèle et la reconnaissance des critiques. Better Call Saul n'est pas seulement aussi bien que Breaking Bad, elle est supérieure dans bien des aspects. Laquelle des deux séries est la meilleure? Je vous laisse en débattre dans les commentaires et on pourrait en rediscuter dans une vidéo si vraiment ça vous intéresse. Ce qui est important pour notre histoire, c'est que Vince Gilligan a réussi à surpasser son chef-d'œuvre, même s'il n'est plus le grand Manitou derrière la série, laissant plus de place à Peter Gould, qui s'est clairement plus investi que lui dans le projet. La hype autour de la série était folle, plus de 50 nominations aux Emmy Awards, un record jamais dépassé pour une série du genre, le pic ayant été atteint lors de la saison 6, et pour avoir eu la chance de la suivre au moment de sa sortie en 2022, je peux vous dire que c'était fou. Je préfère ne pas vous la divulgacher, mais cette saison est vraiment incroyable, et avoir une telle conclusion après avoir regardé les 50 premiers épisodes est une expérience que vous aurez rarement l'occasion de vivre à la télé. Vraiment, il y a des trucs auxquels je repensais encore des mois après la fin de la série, tellement ça m'avait marqué. Ça m'a trauma, comme dirait le plus grand youtubeur de tous les temps. L'univers de Breaking Bad a sauvé la carrière de tous ceux y ayant participé. Jonathan Banks, qui joue Mike, c'était la première fois qu'il avait un gros rôle. Il était tellement vieux qu'il pensait qu'une chance du genre ne se présenterait jamais. Bryan Cranston, il tournait en rond depuis Malcolm, mais depuis sa performance incroyable dans Breaking Bad, on l'a vu dans Godzilla, Argo et plusieurs films de Wes Anderson. Mais le plus grand sauvetage dans l'histoire, ça doit être celui de Giancarlo Esposito, qui joue Gus Fring, l'antagoniste principal de la série. En faillite financière, il prévoyait d'organiser sa mort pour que sa famille puisse toucher l'argent de son assurance vie. Mais le tueur à gages qu'il a engagé a eu pitié de lui et l'a convaincu de ne pas le faire. Quelque temps plus tard, il devint l'un des méchants les plus emblématiques de la série. Et depuis, on l'a vu partout. The Boys, Star Wars et même Far Cry 6. En fait, les membres de l'équipe Breaking Bad ont réussi car ils ont fait quelque chose que leurs personnages ont toujours été incapables de faire. Ils ont mis leur ego de côté et ont utilisé leurs talents respectifs pour faire fleurir leur business. Pensez-y, si Walter White avait accepté qu'il ne pouvait pas être le gros patron quand il s'était mis à travailler pour Gus Fring, il aurait fait assez d'argent pour sa famille, aurait brillé grâce à ses talents de chimiste et tout le monde aurait été content. Mais Vince dans tout ça, eh bien, il en a aussi profité. Non seulement il a réalisé un film dans l'univers de Breaking Bad, El Camino, qui est franchement pas mal, surtout quand on sait que c'était la première fois que Vince s'essayait au long métrage, et dès la fin de Better Call Saul, il a directement signé pour une nouvelle série avec Apple TV, qui lui a tout de suite signé 2 saisons. Une chose qui n'arrive d'habitude jamais dans
l'industrie et qui montre le prestige que Vince Gilligan a gagné. L'équipe ayant tourné la page et étant occupée avec d'autres projets, tout semble indiquer qu'il n'y aura plus de spin-off ou d'histoire dans l'univers de Breaking Bad, mais vous pouvez toujours prolonger le plaisir de regarder cette série. Comment ? En regardant les films qui l'ont directement inspiré. Vince Gilligan est un cinéphile aguerri et il a glissé plein de références à des chefs-d'œuvre du 7e art dans ces deux séries. Pour citer ceux qui sont directement référencés, il y a d'abord Days of Wine and Rose, un film sur un couple alcoolique qui boit innocemment pour cimenter l'amour qui les unit au début de la relation avant de sombrer dans l'addiction et de faire du mal à tous ceux qui les entourent. Exactement comme Jimmy et Kim avec les arnaques dans Better Call Saul. Le film donne d'ailleurs son titre au tout premier épisode de la dernière saison de la série, Wine and Rose, qui utilise son thème principal dans la scène d'ouverture. Ça, je vous l'avais dit dans un short YouTube il y a un moment, mais le film ne se résume pas qu'à ça. En lui-même, il montre l'une des romances les plus humaines, touchantes et tragiques que vous aurez l'occasion de voir dans un film. Et surtout, il montre que ce n'est pas car deux personnes s'aiment inconditionnellement qu'elles forment obligatoirement un couple sain. Ensuite, vous avez White Heat, qui est directement mentionné plusieurs fois dans la série pour comparer la situation des personnages. Connu en français sous le nom de L'Enfer est à lui, c'est un peu l'histoire de Walter White avant l'heure, un criminel violent dont on explore les névroses et les délires à travers une galerie de personnages marquants et humains. C'est l'un des meilleurs films policiers qui soit, tout comme French Connection de William Friedkin, qui, pareil, est mentionné plusieurs fois dans la série. French Connection, c'est le polar urbain ultime, une course-poursuite légendaire à travers New York, des flics prêts à tout et une tension palpable à chaque scène. C'est intense, brutal et incroyablement bien écrit. Je vous mets des liens dans la description pour checker certains de ces films gratuitement, qui sont des bangers 99,1% purs. Et en parlant de projets ambitieux réalisés par des personnes de talent, je vous propose de vous pencher sur Monde Mort, mon propre projet littéraire que j'ai lancé au début de l'année. Les retours ont été des plus encourageants et j'ai le plaisir de vous annoncer que le catalogue continue de croître. Je viens d'ajouter une nouvelle histoire, Odokuru, une petite leçon de nécromancie que la dame du manoir donne à Klaus, et vous verrez qu'elle est une maîtresse un peu dure. D'autres avancées concernant ce magnifique projet sont à l'étude, alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en cliquant sur le lien vers ma page Wattpad. Et je vous invite également à me suivre sur YouTube, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne secondaire consacrée aux shorts. Merci à tous pour votre temps et votre attention, on se reverra très bientôt pour de nouveaux épisodes juste ici sur l'Archevêque.